Alors, je suis désolé, c'est un peu une improvisation parce que je ne m'étais pas préparé du tout à la table ronde, mais le sujet est tellement passionnant sur le frein à l'appareillage, et on voit bien que la psychologie est un élément capital qui fait partie d'ailleurs de l'acte d'appareillage défini par l'article 67, puisque les pères fondateurs avaient déjà pensé à l'éducation audioprothétique, et l'éducation audioprothétique n'est jamais que la prise en charge du malentendant pour la réussite de l'appareillage, mais avec des éclairages aujourd'hui que j'ai particulièrement appréciés venant des psychologues qui ont pu être invités et qui donnent toute cette dimension humaine qui est notre métier. C'est 80% de notre métier. Ça, vous avez touché au cœur de notre savoir, qui est de s'adapter au patient, comment lui parler, et qui sont des éléments essentiels, que ce soit s'adapter dans les maisons de retraite ou dans la vie de tous les jours. Avant de débuter la question, il y avait, le débat, il y avait une question pour Madame Cador et elle a été obligée de glisser assez rapidement, mais il y avait des questions dans la salle sur DPN, DPI. Je crois que c'est important de préciser les choses. Est-ce que, en matière de surdité, les patients peuvent y avoir recours? Et je pense qu'il faut donner l'information qui existe. Je sais. Ah si, c'est bon, il fonctionne. Alors effectivement, pour reprendre un petit peu, donc le DPN, pour commencer, c'est le diagnostic prénatal. Donc en fait, c'est un processus de grossesse naturelle, spontanée. Et au tout début donc, de cette grossesse, on va faire une ponction de trophoplaste, donc c'est-à-dire on va diagnostiquer en fait le statut de l'embryon, à savoir s'il est atteint ou pas d'une maladie génétique identifiée préalablement. Donc c'est souvent dans le cas où il y a d'une famille où il y a un premier enfant porteur d'une maladie génétique. Et donc l'idée de ce DPN pour les familles, c'est de pouvoir, si c'est leur souhait, recourir à une IMG, donc une interruption médicale de grossesse, ou bien dans certains cas, c'est d'avoir l'information et de pouvoir se préparer au mieux, d'adapter les prises en charge, pas d'adapter directement les prises en charge, mais de pouvoir viser les meilleures prises en charge dès la naissance. Et donc le DPI, le diagnostic préimplantatoire, donc c'est une technique de fécondation in vitro pour commencer. Et donc on va sélectionner, on va dire, les embryons qui sont sains, donc pas porteurs de la maladie génétique, et pour pouvoir les implanter dans l'utérus de la mère. Dans l'idée donc de ne pas avoir un autre enfant porteur de cette maladie. Il faut savoir que pour ces deux cas de figure, que ce soit le DPN ou le DPI, les critères d'acceptation sont quand même très stricts, et donc il y a des comités éthiques et scientifiques de toute façon à chaque processus. Et donc les critères les plus importants sont d'avoir effectivement une maladie génétique connue et identifiée, d'une particulière gravité. Donc c'est là que moi, en tant que psychologue, ça m'intéresse de savoir ce qu'on met derrière le terme de gravité, quelle est la conception et la perception des familles et des scientifiques sur cette gravité. Et sans traitement curatif connu à l'heure de cette demande de DPN ou de DPI. Donc c'est pareil, concernant la surdité, justement, selon les professionnels et selon les discours qu'on peut avoir, on entend que l'appareillage, voire l'implant, peuvent être une solution curative. Pour d'autres, ça ne l'est pas. Donc voilà, tout ça est très questionnant, bien évidemment, et je pense que la question éthique et philosophique qu'il y a derrière est évidemment à prendre en compte et à étudier aussi tout autant que la position médicale et scientifique. Et effectivement, ce sont des sujets particulièrement difficiles, donc l'audioprothésiste peut être un peu déstabilisé, mais c'est important qu'il y ait une information qui puisse être donnée aux patients, et donc n'hésitez pas de vous rapprocher de Madame Cador et du service du professeur Marlin pour avoir des flyers qui existent, où le patient sait qu'il y a des équipes qui peuvent être écoutées et être prises en charge, et que c'est une demande tout à fait légitime et qu'une équipe est prête à les recevoir. Oui, on a en particulier une conseillère en génétique qui est vraiment allouée à toutes ces démarches et qui connaît vraiment toutes les possibilités.
Et bien sûr, effectivement, sur le site internet du CRMR des surdités, il y a toutes nos coordonnées. Et voilà, il ne faut pas hésiter à nous solliciter s'il y a des demandes ou des questions à ce propos. Parce que ça permet de lever aussi des freins à l'appareillage. Donc on est bien dans le thème de la table ronde. Et ce que je vous propose, puisque le thème nous est imposé, c'est le frein à l'appareillage, de nous donner les clés pour réussir une réadaptation, une adaptation en 3 points. Et puis on commence de gauche à droite. Madame Pauline Garnier, quels seraient les 3 messages clés que vous donneriez pour réussir un appareillage audioprothétique? C'est pas facile, parce que si on le savait, on réussirait à tous les coups. Du coup, dans ce que j'identifie, et je m'appuie aussi sur mon expérience au centre d'implantation cochléaire, où j'accompagne les patients à prendre une décision pour un changement d'appareillage, où on peut avoir des mécanismes un peu similaires. La première chose, c'est qu'il faut que le patient soit pleinement acteur de sa démarche. Parfois, c'est compliqué parce que ça demande qu'il est vraiment reconnu, qu'il est en difficulté avec sa surdité. Ça, c'est déjà pas facile, c'est une première étape. Et on voit que souvent, c'est les proches qui poussent à l'appareillage parce que la surdité, c'est un handicap partagé et que du coup, les proches peuvent en souffrir tout autant que le patient lui-même. Donc effectivement, de vraiment mettre le patient dans une position active. Ça demande aussi parfois de lever des biais qui sont des biais relationnels qui ont trait à la surdité, parce que quand on entend mal, souvent on se met en retrait des échanges et on se met en position de passivité. Et cette passivité, elle va au-delà simplement de la position de communication. Elle va venir infiltrer un peu tout le positionnement subjectif de la personne dans sa vie. Et donc, il faut pouvoir aussi remettre le patient dans cette position active. Et puis, je pense aussi d'aider, de vraiment faire un travail en amont autour des représentations. Qu'est-ce qui est attendu de l'appareillage ? Qu'est-ce que le patient se représente de ce que ça va être après avec son appareil, parce qu'on l'a vu dans les témoignages des patients que j'ai ramenés, s'il y a trop d'attentes, derrière c'est difficile. Effectivement, la réalité de l'appareillage, c'est pas une réparation de l'audition. Non, je vous remercie beaucoup, parce que quand je vous ai écouté, je buvais du petit lait, parce que c'est ce que nous faisons sans le savoir. Quand on reçoit les patients, la première partie, c'est l'interrogatoire, essayer de comprendre la problématique, les difficultés rencontrées. Alors, on a tendance, dans les EPU, à s'intéresser beaucoup à la pathologie, aux mécanismes physiopathologiques. On est déjà dans le vif du sujet, mais en fait, il y a toute la dimension humaine qui représente 80% de notre métier, effectivement, et que vous avez bien su mettre en évidence ce matin, je trouve. Alors, même question pour l'acouphène, finalement, quels seraient les 3 points à pas rater pour l'audioprothésiste pour réussir l'appareillage auditif, pour lever les freins? Par rapport à l'acouphène, non, par rapport à un problème d'audition. Bon, si vous voulez, vous êtes intervenu plus spécifiquement sur l'acouphène, donc c'est pour ça que j'ai... Alors après, par rapport à l'appareillage, on va dire ouvert, pas nécessairement par rapport à l'acouphène. D'accord. Ce qu'il est important en effet de savoir, si le patient lui-même a vraiment envie et motivé pour cet appareillage, parce que parfois les personnes arrivent en étant un peu mitigés, voire réticents, parce qu'en effet ils ont des représentations et des attentes par rapport aux appareils qui ne sont pas forcément très justes. Et ça peut vraiment conduire à un échec si, en effet, il y a une grosse différence entre les attentes du patient et la réalité. Par rapport à l'appareillage, par rapport aux acouphènes, ça va dépendre aussi de où en est le patient dans son parcours. Et là, c'est pareil, il faut connaître aussi ses attentes, qui n'est pas des attentes démesurées de suppression, par exemple, de l'acouphène, quoi. Voilà. Très bien. Madame Cador, sur l'appareillage de l'enfant, on peut revenir sur de la pédiatrie. Alors, nous, c'est sûr qu'en étant en génétique, on ne va pas travailler directement sur l'appareillage. Néanmoins, effectivement, avec cet apport de connaissances génétiques, on va pouvoir préciser un peu par rapport à, à un pronostic de développement, que en fait, l'appareillage va vraiment être un facteur de protection
par rapport à l'enfant et à son bon développement, surtout quand il y a justement des troubles associés. Et dans ces cas-là, c'est vrai que l'appareillage vient comme une solution assez rapide et facile entre guillemets, dans le sens où on sait que ça peut être mis en place rapidement et efficacement et avoir un effet vraiment positif sur le développement du patient, contrairement à d'autres aspects de son développement qui vont être plus compliqués à compenser. Donc voilà, on encourage beaucoup à ce qu'ils reconsultent leur ORL ou leur audioprothésiste quand il y a des éléments pas bien compris ou acceptés. Effectivement, c'est ce que j'apprécie particulièrement en travaillant à Necker, c'est l'équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on a des patients, nous, où clairement ils échappent au bilan génétique et ils ne souhaitent peut-être pas, enfin il y a des réticences, donc ça nous permet de réinciter et favoriser la consultation génétique, et inversement, vous, quand vous les recevez, il peut y avoir des éléments qui concernent l'appareillage et vous pouvez les remotiver là où il peut y avoir un échappement à un moment donné, et de cette façon, il y a une équipe derrière le patient et qui permet d'assurer le succès. François, quels seraient tes 3 points saillants pour réussir un appareillage? Alors, moi, je rejoins ce qui a été dit. Effectivement, je pense que la composante audiométrique, la composante technique, on la connaît, on la maîtrise. Ce qui est vraiment important, c'est la composante humaine, c'est-à-dire que on a vu, hier j'ai montré des travaux qui montraient les facteurs contribuant à la réussite de l'appareillage et effectivement la gêne perçue par le patient, la mesure de gêne, c'est-à-dire c'est comment lui vit sa surdité, c'est un facteur vraiment très important et à la fois pour l'appareillage et pour la durée, c'est-à-dire pour un appareillage réussi dans la durée. Et puis il y a, bien sûr, il y a d'autres composantes qui ont été identifiées, il y a la motivation du patient, ce qui a été dit, il y a aussi la contribution de l'entourage, du conjoint, qui va effectivement accompagner le patient dans cette décision. Donc ça, c'est des facteurs, je pense, sur lesquels il faut qu'on soit très vigilant pour la réussite. Enfin, effectivement, lever des freins, mais finalement, les freins, il peut y en avoir à l'entrée, puis ensuite, il y en a, ça peut durer. Donc, c'est vraiment, pour moi, une analyse de l'individu. Et puis, ce qui a été dit également, fixer des attentes réalistes. Parce que les attentes ne seront pas les mêmes pour un sujet très âgé dont a parlé Christian Renard, et puis pour quelqu'un de 50 ans qui, en fonction du niveau de ses troubles auditifs, de ses attentes, etc. Voilà. Oui, non, on te remercie d'avoir, dans les recommandations de la SFA d'ailleurs, d'avoir inséré la prise en charge holistique du patient. Donc on a introduit un gros mot dans la recommandation, holistique, voilà, où le patient doit être pris dans son ensemble. Et je suis content de poser la même question à Éric Bizaguet aujourd'hui, puisque quand j'avais fait mon stage en 1994, le titre de mon mémoire était facteur de réussite de l'appareillage, élément de prise en charge pour réussir l'appareillage auditif du malentendant. Voilà, donc j'ai l'honneur de vous poser la même question 30 ans après. Il faudrait 2 heures pour bien expliquer les choses, donc je vais être court. Moi, je crois que la première chose, c'est pas promettre quelque chose qu'on ne tient pas. Et donc, il faut être juste. Quand je vois les publicités aujourd'hui où vous allez retrouver la jeunesse et la capacité de vivre, on a vu dans les interviews psychologiques que c'est pas ça. Et il faut tenir compte de ça. Il faut aider le patient à devenir résilient sur la capacité qu'il a. Et pour ça, il faut l'écouter. Il faut lui expliquer. Je n'arrête pas d'expliquer les choses en fonction du niveau de capacité du patient d'écoute, et puis de temps en temps en fonction de son envie, parce que c'est ça, il faut donner envie. Voilà. Et il ne faut pas promettre. Donc j'ai Paul Vudès qui m'avait dit « promettre moins, donner plus ». Je pense qu'il a résumé très très bien la situation. Il faut gagner la confiance des patients. Personnellement, je suis commerçant comme vous tous, mais j'ai un truc, c'est quand je vends une prothèse, je suis d'abord un paramédical. Et le patient doit le savoir, il doit sentir qu'on est là pour l'aider, pas pour lui vendre un appareil. Et ça se transmet dans les explications que vous lui donnez, et ça c'est important. Il faut qu'il comprenne que vous êtes un partenaire. Et moi je dis à tous mes patients, je ne suis qu'un traducteur. C'est vous qui allez faire l'appareil. J'ai besoin de vous. Intégrer le patient dans l'acte prothétique, c'est le truc capital. On sait bien qu'on n'aura pas la possibilité d'aller à 85 ans dans une fête foraine, à écouter les gens qui parlent, etc. Il faut accepter et leur expliquer que c'est normal, qu'ils ne sont pas en défaut, que ce n'est pas la prothèse auditive.
mais que nous sommes avec des limites que l'on ne peut pas dépasser. Donc c'est un vrai important, et puis pour le moment c'est tout. Voilà. Bon courage. Et bonne chance surtout. Tout pareil qu'Éric Bizaguet, et avec peut-être juste le focus sur le thème de ce matin concernant sur les EHPAD. Je pense qu'un des éléments importants, c'est peut-être de sortir des données audiologiques quand on est dans le contact avec le patient. À la limite, il s'en fiche qu'il ait le 2000 à 50 ou à 63 ou qu'il ait tel facteur de compression. Plus faire le lien avec sa situation personnelle, sa vie, ses besoins, ses envies d'écoute, ce qu'il ne peut plus faire et qu'il ferait, ce qui n'est pas confortable pour lui. Et par exemple, pour les patients en EHPAD, le fait de, même si le résultat audiologique il est parfois limité au regard des difficultés, ben sur la qualité de vie des juges, sur un changement psycho-comportemental, sur le rapport qu'il va avoir avec, on parlait des aidants, des soignants, de la famille, etc. Et réussir à mettre la dimension de l'appareillage, malgré toutes les contraintes, dans justement ce que ça peut lui apporter dans les situations de sa vie quotidienne, dans les envies qu'il a, de pouvoir refaire des choses qu'il ne faisait pas. On faisait, et je pensais en vous écoutant, il y a 3 ans, je crois, le professeur Puzieux était venu et il disait comment on contrôle un bénéfice thérapeutique chez un patient Alzheimer, d'une thérapeutique chirurgicale, médicamenteuse, c'est parfois compliqué. Il dit oui, mais il y a des éléments, demandez si elle va mieux. Et le conjoint, ou les enfants, ou l'aidant, il sait si c'est un bon jour pour lui ou pas. Il sait s'il va mieux, même si c'est parfois difficile à mesurer. On sent qu'il est plus heureux, on sent que c'est un bon jour aujourd'hui. Et bien là, a priori, son médicament le fait effet parce qu'il est mieux que d'habitude, quoi. L'appareillage auditif, on a le même ressenti. Parfois, les gens disent, c'est compliqué de mesurer du bénéfice, mais il est nettement mieux avec son appareil. Et pour moi, c'est plus agréable. Et il refait des choses qu'il peut. Donc, même si c'est limité, ce que disait tout à l'heure Eric, il n'a plus de bras, il n'a pas de jambes, ou il est né comme ça, mais il a un beau sourire, on fera plus ce qu'on aurait fait avec une oreille normale et un système cognitif normal, mais au moins, l'appareillage peut apporter ça et parler en qualité de vie, en bénéfice, en joie quotidienne. Non, mais effectivement, je suis très heureux que tu interviennes à Paris, à l'école d'audioprothèse, que tu puisses transmettre cette bonne parole et cette méthode aux étudiants qui effectivement font des stages en gériatrie et qui eux-mêmes vont pouvoir mettre en place un certain nombre de choses. Alors il est probable qu'il faudra qu'on les aide et organiser un peu les choses pour les structurer. Oui, Eric. Je vous ai juste rajouté quelque chose. Vous avez un moyen extraordinaire de gagner la confiance de vos patients. C'est de ne pas vous contenter de l'audiométrie du médecin, ce que vous faites tous. C'est de ne pas vous contenter du seuil d'audition. Le patient, il a une gêne dans le bruit, il a une gêne pour les bruits forts, il a des difficultés quand on parle vite. Eh bien, je pense que dans nos tests audiométriques, on doit l'expliquer au moment où on fait ce test, pourquoi on le fait. Je ne me viendrai pas à l'idée d'appareiller un adulte sans lui faire un seuil d'audition, un seuil d'inconfort. Et je lui explique pourquoi, parce que ma prothèse lui expliquait toujours. Un seuil de confort, son cerveau s'est déshabitué, il a une interaction qui s'est passée il y a longtemps, il n'utilise pas les bonnes compensations, donc je lui explique voix d'homme, voix de femme. On a un moyen extraordinaire, c'est l'audiométrie, et qu'elle soit complète. Voilà. Je pense qu'il faut utiliser ce moyen. Et moi je repars derrière Eric Bizaguet. Je demande jamais à mes patients, quand je les vois en contrôle, s'ils comprennent dans le bruit. Je leur demande, le mercredi après-midi, quand vous allez manger chez les voisins du dessous, parce qu'ils me l'avaient dit à l'anamnèse, et que vous prenez l'apéritif là et que vous faites ça, est-ce que ça va mieux qu'avant grâce à vos appareils? Quand vous allez faire vos courses au supermarché avec vos amis et que vous faites ça, c'était une situation de gêne avant, est-ce que c'est ça? Personnaliser les aimants. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup. On va peut-être une dernière petite remarque. Dernière toute petite chose, c'est de rappeler aussi que c'est pas facile de se confronter à la plainte des patients, que ça amène beaucoup de frustration, mais que voilà, ça demande une certaine résistance interne aussi en tant que professionnel, parfois d'achoper sur certaines choses, parce que parfois les patients ont besoin de ramener cette plainte, ont besoin de venir dire à quel point c'est dur, et que même si on fait un gros travail sur les attentes en amont, etc., les attentes, l'espoir du patient est souvent assez irréductible, et on finit souvent par rebuter sur des éléments de déception, même si beaucoup de choses se sont passées, même si les appareils sont portés et amènent du positif. Et il faut savoir l'accueillir sans se décourager, parce que voilà, c'est pas que le travail est mal fait, c'est que ça fait partie de la réalité humaine des troubles auditifs. Merci beaucoup.